Euh, alors, pardon pour ce titre et sa prétention quand même. Je l'ai réalisé une fois que je l'ai vu en image là. Deux ou trois choses que je sais d'elle, c'est un peu prétentieux. Si on pouvait éteindre ces projecteurs là-haut, non? Ouais, merci beaucoup. En tout cas, ça correspond un peu au fait que j'étais censé parler d'une manière un peu générale et que donc, dès lors qu'on va parler d'une manière générale et qu'on ne dispose pas de la journée entière pour parler, il faut réduire à quelques éléments. Donc, c'est quelques repères, à la fois historiques et puis pas que historiques. Alors, Marseille, je commence par là. Marseille est donc une ville très très singulière qui se situe à l'intérieur d'un territoire très singulier également, et qui est un territoire immense puisqu'il recouvre à peu près presque le département des Bouches-du-Rhône. Donc ce qu'on appelle l'aire urbaine, c'est quelque chose de très vaste. Alors quelques repères, c'est les villes qui sont autour de Marseille, qui est une ville qui en elle-même est déjà géante. Et puis les villes autour, Aix-en-Provence, et puis bon, vous voyez, Salon. C'est une sélection que je fais sur des villes qui peuvent avoir compté à un moment donné dans l'évolution de ce grand territoire. C'est quand même effectivement un territoire qui est considérable. Ah oui, là, je montre des centralités comme ça, mais en fait, ce sont des communes. Et c'est ça la vérité du territoire, c'est que ce sont des communes, le territoire, avant tout. Et ces communes sont les plus grandes de France. C'est-à-dire que on sait que le territoire, le département des Bouches-du-Rhône est celui qui a le moins de communes en lui. Il en a 119. C'est un record par rapport aux autres départements. Et comme tous les départements ont à peu près la même taille, enfin, grosso modo, selon les principes égalitaires de la Révolution française qui les a créés, eh bien, ça veut dire que donc on a des très grands territoires. Et ces grandes communes, ce sont des souverainetés. Ce sont des vraies souverainetés qui plongent leurs racines très loin dans l'histoire, généralement, dans la féodalité, dans les seigneuries. Et ça veut dire que donc c'est des pouvoirs très très forts, comme celui de Marseille, qui est un pouvoir considérable aussi à l'intérieur de ce territoire, ce qui n'a pas facilité les choses dans l'évolution de ce territoire, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, mais je pense que c'est une idée fausse qu'on peut se faire de la solidarité des territoires. Enfin voilà, donc il y a ça, et puis ce territoire a aussi comme singularité très puissante d'être dominé d'une manière très positive par la nature. Et la nature, c'est d'abord la mer. Le littoral, bon, ça, c'est une chance inouïe. Marseille est au bord de la mer, ça lui vaut beaucoup d'amour de la part de beaucoup. Bien évidemment. Ah, je vois que l'image n'est pas aussi fidèle à ce que j'ai sur l'écran. La mer est là, elle est beaucoup plus lumineuse pour ceux qui voient l'écran de loin. Et puis dans cette nature n'est pas seulement la présence de la mer, c'est aussi, avec l'étang de Berre, quand même, qui est une chose très 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 grande aussi. Finalement, si on veut décrire cette géographie, cette territorialité, le mot immense revient sans arrêt. C'est très grand. C'est très grand, et d'ailleurs, le fait que ce soit grand a beaucoup posé de difficultés aussi aux hommes qui ont vécu ici et qui ont essayé de raisonner sur ce territoire. Non, l'autre dimension, c'est la nature elle-même, la nature terrestre, qui fabrique un territoire extrêmement mouvementé avec des reliefs, des massifs, de la végétation, des espaces naturels. On disait à une époque qu'il y avait à peu près 80% d'espaces naturels dans ce grand territoire urbain, cette aire urbaine. Je ne sais pas si c'est toujours le bon chiffre, mais en tout cas, c'est une présence extrêmement forte et qui du coup découpe ce territoire en grands territoires dont le critère paysager pourrait nous servir à les identifier. Enfin, on a un grand pays d'Aix, on a un grand pays de l'étang de Berre, on a un grand pays de Fos et puis un grand pays de Marseille toute seule.
Et c'est intéressant juste de les évoquer, ces paysages, ces grands pays-paysages, si on peut dire. Aix-en-Provence, ils ne se ressemblent pas du tout, ces paysages, ils sont très différents l'un de l'autre, et pourtant c'est la même aire urbaine, c'est le même territoire qui est celui que nous habitons. Du côté d'Aix, on est en Provence, on est dans une Provence verte, une Provence assez luxuriante selon d'où on se place pour la photographier, un peu urbanisée quand même beaucoup urbanisée. C'est même mité, comme on dit à une époque, comme on disait à une époque. C'est extrêmement mité, et d'ailleurs, on n'y est pas allé de main morte, hein, globalement. On a urbanisé de manière très inconsidérée ce territoire pendant pas mal d'années, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les communes, justement, qui ont décidé de la manière d'urbaniser, en gros, beaucoup plus que d'autres instances. Donc voilà, ce pays d'Aix, c'est un pays habité, très très habité, une espèce de campagne urbaine, où la campagne est très présente aussi, mais bon, et les espaces naturels. Enfin, je parle de ces bassins qui sont séparés par les grands espaces naturels. Ensuite, il y a un pays de l'étang de Berre qui est très très différent, puisqu'il est dominé par cette grande nappe, cette grande flaque bleue, qui est très bleue et qui ressemble à la mer déjà. Quand on est au bord de l'étang de Berre et qu'on ne connaît pas la région, on croit qu'on est déjà arrivé au bord de la mer, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et l'étang de Berre est un territoire qui est circulaire, comme ça. En tout cas, sa géographie est continue tout autour du Grand Étang, et c'est une ville très active qui est tout autour, une ville qui s'est réveillée considérablement à partir de la Deuxième Guerre mondiale à peu près, et qui était très intense avec des implantations industrielles, des implantations urbaines. Là aussi, on n'y est pas allé de main morte au niveau de l'urbanisation, et on a beaucoup sacrifié une chose qu'on considérait comme secondaire dans les années 60-70, c'est-à-dire l'agriculture. L'agriculture était quelque chose du passé, quelque chose qui n'avait plus d'avenir. C'était comme ça qu'on la voyait. Enfin, que ceux qui plaidaient pour l'urbanisation la voyaient. Il y avait des gens qui tiraient la sonnette d'alarme dès les années 60, mais on ne les écoutait pas. Et puis le pays de Fos. Alors le pays de Fos, c'est un plat pays. Hein. C'est le pays de Fos. Il n'a pas de limite. Il n'a pas c'est l'horizon, c'est le couchant, c'est l'Amérique, comme disait l'autre, l'horizon de ce pays à l'ouest. Il est habité, lui aussi, mais il est habité par des choses mystérieuses qui sont une grande industrie, un grand port, un port créé dans les années 60 et 70 également, années 80 encore, et qui ma foi, est un territoire un peu énigmatique. Le port a eu le chic de devenir incompréhensible à partir des années 70, enfin, un port lointain. Même le port de Marseille est devenu incompréhensible dans son paysage, avec des grands espaces vides qui se sont multipliés, des conteneurs, des espèces de boîtes vides, sans odeur, pas vides, non, excusez-moi, des boîtes sans odeur, et avec des marchandises mystérieuses à l'intérieur. Bon, c'est un peu comme ça, c'est la vie. Et puis, Marseille, le pays de Marseille, qui lui doit se photographier depuis un point culminant quand même. Il existe dans notre aire métropolitaine. Ça s'appelle le Pilon du Roi, le roi René. C'est comme ça. Et ce point culminant permet d'avoir à peu près une image de Marseille depuis le nord, du paysage marseillais, de l'immense paysage marseillais. Ce paysage incroyable, enfin cette structure géographique incroyable qu'est la ville de Marseille, qui contient la ville, sa ville historique, qui contient un port, qui contient tous les quartiers d'habitation, et qui contient une banlieue, et qui contient une campagne, et qui contient une montagne. Il y a tout ça dans Marseille. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Tout ce qui se trouve dans Marseille, on peut la photographier aussi à partir du sud, en montant un peu sur les proéminences, même d'un peu plus loin encore, quand on est sur le Mont Puget, je crois, ici. Voilà. On peut la photographier depuis la mer aussi. Ça fait tout de suite penser à cette belle phrase de Suarez qui dit « du marbre blanc et de l'azur dedans ». C'est sa définition de Marseille, c'est très beau. Les deux couleurs de Marseille, le blanc et le bleu, hein, on connaît. Donc, et ce que l'on voit bien depuis la mer aussi, c'est ce grand cirque de collines qui est autour de Marseille et qui enferme un peu Marseille. Enfin, en tout cas, qui a créé une limite qui a beaucoup compté dans les représentations de Marseille depuis très tôt, je pense, depuis les origines. Cette idée qu'il y a un territoire singulier, un immense territoire dans lequel il y a tellement de choses à faire.
Et voilà, et donc un horizon qui se ferme autour de la ville par ces collines magnifiques qui permettent de voyager à l'intérieur de la ville aussi. Alors on en vient à Marseille, au territoire singulier de Marseille, dont la commune est quand même, bon, avec ses limites que voilà, est-ce qu'on les voit? Parce que là, maintenant, je commence à m'inquiéter de l'image, oui, on les voit un peu. Bon, elle est bien contrastée, remarquez, c'est pas mal. C'est bien. Les limites de Marseille, donc c'est une très grande commune, c'est la 5e commune de France en superficie. Toutes les communes qui sont devant elle, c'est des montagnes, c'est la Camargue, c'est des choses naturelles. Marseille, c'est une ville, et cette ville, 24 000 hectares, c'est 2 fois et demi Paris, c'est 5 fois Lyon, c'est 5 fois Bordeaux, je crois. Enfin, c'est immense. Enfin, ce territoire de Marseille qui est plutôt à saisir dans ces dimensions-là, naturelles, eh bien, voilà, c'est là que se joue l'histoire de cette ville, qui pour une très très grande part a considéré qu'elle était, sinon seule au monde, mais en tout cas très suffisante à elle-même, pendant très très longtemps, quoi. Et peut-être encore aujourd'hui, des fois. Alors, il y a un Lacidon, enfin le nom qu'on donne au vieux port, ce qu'on appelle le vieux port aujourd'hui, qui compte quand même beaucoup. D'abord, il compte parce que il est lui-même naturellement un peu comme l'ensemble du territoire marseillais, c'est-à-dire il est à l'abri des collines. C'est quand même, pour ceux qui ont découvert ce site et qui sont venus y implanter une ville, c'est quand même considérable, la chance que la nature a donnée ici pour fonder une ville, avec ces collines autour, cette protection, cette espèce de grand bassin qui fait 1 kilomètre de long et dans lequel on rentre par un pertuis, c'est-à-dire une espèce de, on dévie, on est protégé naturellement de la houle, etc. Bon, bref. Et puis, il y a peu de villes qui ont un cœur qui a cette forme-là, enfin, qui a une forme aussi immense, aussi grande, aussi ouverte que le cœur ouvert. Voilà, ça c'est le cœur ouvert de Marseille, c'est son port. C'est son port qui est comme une place immense où on respire, où la lumière est là, omniprésente, même les jours où il fait pas beau. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, une chose que je sais de Marseille, enfin qu'on dit de Marseille, c'est qu'elle a été fondée, et puis c'est vrai, par des colons, des colons venus d'Asie mineure, qui étaient les Phocéens, voilà, qui sont venus de très loin vers l'Est et qui sont arrivés à Marseille, qui ont fondé la ville. Donc, c'est une ville coloniale, mais qui est elle-même une colonie au départ. Je trouve ça intéressant quand même, par rapport au discours qu'on entend actuellement. Il y a une chose que je trouve intéressante, c'est aussi la légende de la fondation de Marseille. Vous savez, Protis et Gyptis. Cette Gyptis qu'on va marier, et la tradition du peuple des Ségobriges, c'est que la mariée va choisir son époux pendant la noce. Et donc il y a déjà une chose assez belle dans cette légende, c'est que la femme choisit son mari. Hein, il me semble qu'il y a des cultures dans l'histoire du monde où c'est la famille qui choisit le mari de la femme. Donc là, c'est ce peuple des Ségobriges qui habitait dans ce territoire, enfin qui était par là, la femme choisissait son époux, et voilà, paf, elle choisit le chef de l'expédition phocéenne qui vient d'accoster, Protis, et voilà, et donc le père donne aux époux une terre pour fonder une ville, etc. Alors c'est quand même intéressant symboliquement, ces choses-là. Bon, c'est une légende, ok. Mais ça veut dire que Marseille 1 a été un port avant d'être une ville même. C'est un port d'abord. Voilà, on y débarque. Et la ville n'est pas encore là. Et puis la ville, on va la fonder, et c'est une ville grecque. C'est une ville phocéenne, c'est une colonie grecque, donc c'est une ville étrangère. Et en plus, elle est née, selon la légende, d'un mariage entre quelqu'un d'ici et quelqu'un de là-bas, c'est-à-dire quelqu'un de lointain, de l'au-delà de la mer. C'est quand même beau comme histoire. C'est quand même beau par rapport à la question de l'étranger à Marseille. Bien.
Alors oui, la ville grecque va être très vite soumise au nouvel État qui est l'État romain, voilà, et les Romains vont venir à Marseille, vont soumettre Marseille, ou en tout cas allier Marseille à sa cause, et puis on va construire ce fameux port romain dont on voit ici le moment où il a été déterré et découvert dans les terrains derrière la Bourse. Et puis je ne peux pas m'empêcher de vous montrer cette image quand même, pour montrer à quel point on a maltraité ces vestiges quand même, puisqu'on a quand même construit un immense centre commercial par-dessus, en laissant un petit bout de jardin, on va dire. Moi, je le vois comme ça quand je vois cette image. Enfin bref, on n'y est pas allé de main morte à Marseille, dans l'urbanisation, il faut le redire, je vais le dire souvent. Voilà, donc une ville-port, le port en tout cas a été pendant 25 siècles à peu près, le vieux port, d'ailleurs le port le Lacidon, pendant 25 siècles on va dire, puisque la ville est vieille de 26 siècles, le dernier siècle sera celui de la transformation du port, c'est le 19e et le 20e siècle, mais en tout cas, voilà, pendant si longtemps, la ville se densifie, la ville médiévale se densifie là au nord de ce port, et elle vit avec ce port. Les transformations vont commencer au XVIIe siècle, sous Louis XIV, on le sait. Enfin, je pense que je raconte des choses que beaucoup d'entre vous savent par cœur. Il y a une chose qui est intéressante à relever à partir de là, c'est que l'État va intervenir sur Marseille très directement. Voilà. Et ça, c'est une chose qui va se reproduire plusieurs fois dans l'histoire. C'est-à-dire tous les grands gestes bâtisseurs marseillais, presque tous les grands gestes, en tout cas les plus déterminants, c'est l'État qui les fait sur Marseille. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Ça veut dire qu'en tout cas, il y a une tension très forte entre la localité, entre l'identité de cette ville, qui se revendique quand même et qui existe très fortement dans une identité marseillaise, et un État qui est amoureux de Marseille. Voilà, on va le dire comme ça. L'État aime vraiment Marseille et ne peut pas se séparer de cette ville. Et donc l'État va faire beaucoup, un peu comme un amoureux qui achète des cadeaux, qui vient courtiser une maîtresse un peu difficile. Voilà. Mais enfin, en tout cas, bon, j'exagère, je caricature, vous avez compris. En tout cas, c'est l'agrandissement de la ville qui se joue à ce moment-là. Elle sort de ces murailles qu'il a déterminées au nord du port, et on vient régulariser, c'est l'agrandissement, ce qu'on appelle l'agrandissement de Marseille, qui est quand même une occupation de Marseille aussi par l'État, puisqu'il y a la construction d'un arsenal, l'arsenal des Galères, et puis il y a aussi la construction de deux forts à l'entrée de la ville, qui sont faits pour défendre la ville, mais comme le remarquera le maréchal de Vauban, qui un jour viendra faire une expertise de toutes les grandes places fortes de France, sous l'invitation de Colbert et du roi, et qui remarque quand même que ce fort Saint-Nicolas en particulier est aussi là pour surveiller la ville, pour la surveiller quand même. Voilà. Donc cette ville rebelle de Marseille. On remarque la rue d'Aubagne. Elle est là. Elle est en train de se constituer. Ce que dessine ce plan, les traits continus veulent dire que là c'est construit. Donc c'est la partie basse de la ville, de la rue, qui est construite. La partie haute, celle qui part vers le sud-est, c'est un chemin rural. De toute façon, la rue d'Aubagne était un chemin rural qui menait vers Aubagne, qui menait vers l'est. Voilà. Le grand geste bâtisseur aussi de cette époque, c'est quand même la construction du cours Belzins, qui est un cours monumental que la ville a détruit à un moment donné, d'une manière un peu rapide sûrement. Et puis très important, ce qui se constitue à ce moment-là, vraiment, c'est la modernité de l'époque, mais on est dans l'époque moderne quand même, c'est la ville-port. Et la ville-port, c'est une ville économique qui a son énergie propre, et son énergie propre, c'est celle du commerce négociant. Le négociant, c'est le commerce de grande échelle, comme l'explique Braudel, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas des boutiques, mais qui importent de la marchandise, qui la stockent dans la ville et qui la revendent au meilleur moment et qui sont à l'affût des grandes affaires. C'est généralement de l'importation et de la réexportation. Et la ville est un grenier comme ça. Et ça court dans le XVIIe, mais surtout au XVIIIe siècle, ça se forme. Et c'est vraiment très fort à la fin du XVIIIe et au début du XIXe. D'ailleurs,
Ça veut dire que cette carte, elle est intéressante parce qu'elle montre bien, là c'est la ville au XVIIIe siècle en gros, c'est-à-dire elle commence à s'agrandir un peu par rapport à l'agrandissement précédent, mais le port est au cœur. Le port est le cœur de Marseille. Et c'est un cœur économique, ce n'est pas qu'un cœur de paysage, c'est surtout une économie à cette époque-là. Il y a une osmose complète. Parce que quand je vous dis que les négociants stockent la marchandise dans la ville, ça veut dire que les rues de la ville sont les quais du port. C'est-à-dire on transporte la ville vers des choses qu'on appelle les domaines. Et les domaines, dans les années 90, on en avait fait l'inventaire au laboratoire et on avait trouvé qu'il en restait quand même pas mal. Vous voyez, l'Arsenal a disparu à la fin du 18e, on en a fait un grand lotissement, le cours des Seine-d'Orve, le cours des Seine-d'Orve, Plastiard, etc. Ce n'était quasiment que des domaines, c'est-à-dire des édifices qui, sur tous les étages ou sur quelques étages, étaient faits de salles de stockage. Et voilà, et on appelait ça les domaines, on n'a jamais su vraiment pourquoi, en tout cas ça appartenait aux négociants marseillais, donc il y a une identité très forte, économique et géographique à Marseille à ce moment-là, c'est la ville des négociants marseillais, une ville qui va prospérer dans ce fonctionnement, et puis la rue d'Aubagne, oui, alors, alors là comment je fais moi pour revenir sur l'image précédente? Il doit y avoir des flèches en principe, mais je ne les vois pas. Ah si. Oui, merci beaucoup. Oui, auprès de la rue d'Aubagne, il y a un domaine, c'est le domaine Ventre. Vous devez bien le connaître. Et voilà, c'était juste pour revenir comme ça sur la rue d'Aubagne, et dont on voit qu'elle continue à se construire et qu'elle atteint presque son sommet, c'est-à-dire la porte qui va donner communication avec la place Notre-Dame-du-Mont, le cours Julien qui est ici, qui suit la forme de l'ancien rempart. Et puis voilà, elle aboutit là. Voilà. Je ne peux pas dire beaucoup plus sur ce qu'est cette rue à ce moment-là. Et puis, on continue à avancer dans cette histoire à l'affût des grands gestes bâtisseurs. Il y a effectivement le 19e siècle qui va commencer, dans lequel il va se passer énormément de choses, comme partout. Beaucoup de choses se sont passées au 19e, puisque la civilisation va basculer dans ce qu'on appelle l'époque contemporaine, hein, avec toute la modernité qui arrive, une modernité absolument inouïe pour, je suppose, les gens de l'époque, avec la machine à vapeur, avec tout ce que ça apporte de nouveau dans les rapports sociaux, dans tout, dans l'économie, bien évidemment. C'est le moment, c'est ce qu'on appelle, je crois, l'ère anthropocène aujourd'hui, hein, c'est le début de l'industrialisation, etc., etc. Et donc, il va se passer à Marseille pas mal de choses. Et je propose de les regarder sous deux angles. Le premier, ce serait ce que Marseille produit elle-même, par sa propre énergie, ses propres initiatives, et puis ce qui vient de l'extérieur. Ce qui vient de l'extérieur, dont notamment les actions de l'État. Mais il y a d'abord ce que les Marseillais construisent. Alors au début, c'est plutôt dans la première moitié du 19e siècle que les Marseillais sont très bâtisseurs. Il y a ce qui apparaît sur cette vieille carte, les grands lotissements, ce que j'appelle là les grands lotissements, donc qui sont des spéculations foncières menées à grands frais par des spéculateurs marseillais, par des grands propriétaires, et qui construisent ces grands boulevards, notamment le boulevard, celui d'en haut, c'est le boulevard Longchamp, celui du milieu, c'est le boulevard Chave, celui d'en bas, c'est le boulevard Baille, et puis bien sûr, dans l'axe, qui reprend l'axe historique qu'on a vu tout à l'heure, c'est le Prado, bien sûr. Alors, ces grands boulevards, ils ont une caractéristique assez curieuse, c'est que, contrairement à ce qu'est un boulevard dans les grandes villes de l'époque, qui sont plutôt des rocades, des choses qui tournent autour de la ville, et qui d'ailleurs viennent se substituer souvent aux remparts, aux anciens remparts. Ici, ils sont radiaux, enfin, c'est-à-dire ils sont rayonnants, ils partent vers le territoire. Et comme ici, bon, le Prado, bien sûr, qui va très loin vers le sud, pas encore aussi loin qu'avec le boulevard Michelet qui viendra plus tard, ou ici le boulevard Chave, vous voyez, ça part vers cette campagne. Google Earth nous donne une image assez expressive de ça ici. Et là, ça nous amène à parler d'une chose qui est une dynamique propre à Marseille aussi, qui est ce rapport entre la ville-port et la campagne, le terroir marseillais, qui est un terroir extrêmement habité, qui a fasciné énormément de voyageurs de passage à Marseille. On en a dénombré plus de 5000 de ces maisons de campagne,
qu'on appelle les Bastides. Et vous voyez, ces boulevards, ils vont vers ces Bastides. Enfin, on ne peut pas ne pas les interpréter de cette façon-là. C'est-à-dire, c'est sortir de la grande ville, et puis là, on a des discours, des textes écrits qui racontent que le dimanche, c'est sacré, on part à la Bastide. Et la Bastide, c'est quoi? Eh bien, les Bastides, que Marseille a beaucoup détruit en n'y allant pas de main morte, je vais utiliser cette expression assez souvent, je pense encore. Ces Bastides sont des très belles demeures qu'on pourrait comparer parfois à celles qui sont construites autour d'Aix-en-Provence, selon cette tradition qu'on avait considérée comme étant peut-être une caractéristique méditerranéenne un peu plus forte en Méditerranée, qui est la double résidence, la villégiature, l'Italie... la villa romaine à l'origine, etc. Donc ces villas de villégiature peuvent ressembler à des petits châteaux, à des choses très, très prestigieuses. À Marseille, on en a quand même des très belles. Et puis ça peut être aussi après des choses plus anonymes, parce qu'elles sont très nombreuses, effectivement. Et puis on peut descendre vers des choses plus simples, beaucoup plus simples, plus discrètes, extrêmement discrètes. D'ailleurs, peut-être en rencontrant là une caractéristique de la bourgeoisie marseillaise qui est d'aimer la discrétion. Il y a une espèce de... La richesse, on ne la montre pas trop, peut-être. Voilà, on voudrait peut-être pas qu'on sache qu'on est riche, vraiment. Alors, voilà, on peut descendre jusqu'à des Bastides qui ne sont pas des petites demeures pourtant, hein, mais qui ont une dimension beaucoup plus rurale, comme ça. Vous savez que la Bastide, c'était une propriété rurale, c'était pas juste une maison. C'était pas une maison que de plaisance, c'était une maison qui rapportait à la famille ce que l'agriculture pouvait rapporter. Et Dieu sait, si je puis dire, que la banlieue marseillaise était fertile, était des terres arables extrêmement précieuses et très très riches qu'on a, vous m'avez compris. Donc, avec une structure paysagère incroyable, dont il reste des vestiges encore parfois aujourd'hui, hein, ces chemins qui sont bordés de murs, des murs agressifs avec des tessons de bouteilles plantés. Il s'agissait surtout pas de rentrer dans les propriétés, mais voilà, c'était un terroir de propriété, de propriétaires. Ces propriétaires qui étaient a priori les urbains, les résidents de la ville, et qui dessinaient comme ça ce que Stendhal appelait des rondes de prison. Quand il se baladait, il fallait monter debout sur la calèche pour apercevoir ce qui se passait de l'autre côté des propriétés, et où là, il y avait effectivement la luxuriance de la végétation, etc. Cela dit, la luxuriance de la végétation était due à une autre fabrication marseillaise, qu'on considère aujourd'hui, qui est une grande infrastructure, qui est le canal de Marseille, qui est construit dans les années 1830 aussi, et qu'on considère aujourd'hui comme vraiment une très très belle œuvre de la ville de Marseille, qui a besoin d'eau, parce que voilà, comme partout en Provence, c'est très difficile. Et effectivement, l'eau va arriver grâce à ce canal et produire ce qu'on voit un peu sur ce genre d'image où voilà, la luxuriance va arriver. Donc au début du 19e siècle, dans cette première tiers du 19e siècle, on fabrique à Marseille ce qui va permettre de construire un paysage verdoyant autour de la ville, dont les Bastides, bien sûr, vont beaucoup profiter, mais pas que, l'industrie aussi, l'industrie dont je vais parler d'ailleurs, mais pas tout de suite. Je reviens sur les lotissements, non pas pour parler des monuments qui se construisent parfois avec, celui du Palais Longchamp est un miracle, c'est un monument extrêmement présent et magnifique, on va dire, au bout d'un de ces grands boulevards, le boulevard Longchamp. Non, c'est pour vous parler de la matière. Annoncer ce dont il va être question cet après-midi, je crois, beaucoup plus détaillé. Mais c'est cette matière avec ces fameuses typologies. Alors, les grands boulevards des années 30-40, 1830-1840, sont fabriqués d'une manière assez systématique avec des maisons qui sont jamais pareilles et tout à fait conçu sur le même type. En fait, c'est ce fameux 3 fenêtres marseillais. Voilà, le fameux 3 fenêtres marseillais, qui fait rire quand on en parle à l'extérieur et qu'on dit que c'est quoi ça, le 3 fenêtres marseillais? C'est une maison avec 3 fenêtres, 3 travées. Ah bon? Et c'est spécifique à Marseille, ça?
Oui, c'est vrai que c'est lié aux 7 mètres d'une poutre pour aller d'un bord à l'autre, mais il se trouve que vraiment, c'est marseillais, c'est-à-dire la manière de les construire est très marseillaise. Alors, on les a étudiés, évidemment, ils se construisent parfois en série, les uns à côté des autres, ça dépend de la fortune de celui qui construit. On les a étudiés, je rentre pas dans les détails, il y a des constantes dans le découpage, la composition du plan. C'est une vraie typologie architecturale que partagent tous les maçons qui construisent dans la ville, que partagent tous les propriétaires. C'est encore un mystère. Il y a beaucoup de choses à étudier pour comprendre ce 3 fenêtres et comment il a été, comment il s'est répandu d'une manière tellement hégémonique quasiment, mais il correspondait tellement à un mode de vie et d'ailleurs, il correspond toujours à nos modes de vie. Bon, les 2 fenêtres. Ici, on est dans la rue d'Aubagne. Tout à fait en haut de la rue d'Aubagne, voilà, il y aurait des choses à dire sur l'ancêtre du 3 fenêtres, qui est un 2 fenêtres. C'est pour ça que ça fait rire les Parisiens. Avant le 3 fenêtres, il y a le 2 fenêtres, et oui, mais c'est vrai. Et c'est les mêmes principes d'aménagement, mais avec des variations. Et puis après, évidemment, le 3 fenêtres est hégémonique. Tout le 19e siècle, c'est le 3 fenêtres, avec cette variation qui va parfois d'un certain luxe quand même, qui est visible, et puis des choses beaucoup plus simples, à un 4 fenêtres. Eh bien, il y a aussi le 4 fenêtres, il y a le 5 fenêtres, il y a le 6 fenêtres à Marseille, qui sont des évolutions du 3. Généralement, on les a étudiées, je ne vous montre pas parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans ces détails-là, mais effectivement, lorsqu'il y a un peu plus d'argent, on peut, avec un refend intermédiaire, élargir le 3 fenêtres et donner à l'appartement. Et alors, je peux vous dire que c'est l'idéal, évidemment, d'habiter un 4 fenêtres, puisque c'est un 3 fenêtres amélioré, comment on dit, augmenté d'une travée, et donc les pièces sont beaucoup plus larges, tout est plus généreux. C'est une espèce de dilatation du 3 fenêtres, quand ce n'est pas un immeuble de rapport où on profite de cet élargissement pour créer 2 appartements sur le même palier, etc. Bon, bref. Donc, c'est quand même une écriture. On a des grandes séries comme ça, très spectaculaires, comme ici sur la rue Marengo, mais je passe, et des choses qui peuvent se simplifier considérablement. Et puis l'écriture urbaine que fabrique le 3 fenêtres, dès qu'il est comme ça, non pas en série, on va dire, mais les uns à côté des autres, et qui fabrique ces traits verticaux, cette espèce comme des nervures comme ça qui sont verticales, qui habitent la ville et qui fabriquent ce paysage qui, ma foi, est sûrement sans balcon. Les balcons ne sont pas si fréquents que ça, et qui fabrique une peau, un revêtement, un habit à la ville qui est très très, je crois, caractéristique puisque la ville est une ville avec relief et que il y a des vallons et qu'on a des vues comme ça à Marseille qui sont très très prenantes. Lorsque le soleil est dans l'axe, par exemple, c'est assez beau. On s'approche d'aujourd'hui. Je reviens sur 2 choses que la ville produit elle-même aussi avec ses énergies. C'est d'abord une urbanisation qui commence à se faire tout autour de la ville. La ville du 19e, c'est aussi cette dispersion de l'urbanisation qui se fait autour de la ville dans ce qu'on peut appeler une première couronne périurbaine. Ce sont des lotissements, des petits lotissements, très différents de ceux qu'on a vus, les grands lotissements, parce que là, c'est un seul propriétaire de Bastide, généralement, qui lotit son propre terrain, et puis il se débrouille avec le terrain d'à côté qui a déjà été loti juste avant pour accorder les rues, plus ou moins. C'est un bricolage incroyable qui se fait tout autour de la ville, et manifestement, la puissance municipale n'est pas assez forte pour réguler ce système d'urbanisation. C'est une chose qui va être assez constante après. Et puis l'autre énergie que développe la ville, c'est l'industrie. Et ça, c'est quand même une chose extrêmement remarquable, c'est-à-dire ce qui arrive de l'extérieur et dont on va parler maintenant, c'est-à-dire c'est toute la dimension portuaire et la dimension ferroviaire, la gare, le train et le port, impose à la ville de se convertir économiquement, parce que le port moderne et le chemin de fer, c'est fait pour une économie qui n'est pas l'économie marseillaise seulement, c'est une économie nationale, une économie même déjà internationale. Et donc si Marseille ne veut pas regarder passer des marchandises sans rien faire,
doit se convertir, et c'est pour ça que Marseille devient une ville industrielle, c'est-à-dire que les négociants ne vont plus se contenter seulement de stocker de la marchandise, ils vont se faire un peu industriels. Généralement, ça ne va pas très très loin. Il y a des grands industriels qui vont arriver aussi, qui vont faire de la construction métallurgique, etc. à Marseille, on peut le dire, mais quand même, globalement, cette industrie, c'est une industrie un peu familiale, c'est une industrie d'une échelle qui est finalement un peu celle de la reconversion des négociants, mais qui continue à négocier quand même. Donc c'est ce que Marcel Roncaiolo appelait un négoce industrialisant, ou Louis Pierrin, je ne sais plus qui disait ça. Et puis il y a donc, parce qu'il y a cette pression qui arrive, et ça vient de l'extérieur. Donc tout ce qui est dessiné un peu là-dessus, et j'en oublie beaucoup, c'est l'essentiel de ce qui vient de l'extérieur, et c'est l'État qui est le promoteur de tout ça. L'État, directement ou indirectement. Directement pour pour le port. Le port, c'est l'État qui va construire le port en concession, donné en concession à une compagnie privée, les docks que vous voyez ici, et qui vont durer pendant presque un siècle. Et puis bientôt à la Chambre de commerce, qui a quand même l'habileté de décrocher la concession des bassins. Alors la concession, ça veut dire que c'est elle qui exploite, c'est elle qui fait construire des hangars, des grues, des voies de chemin de fer, et qui les exploite et qui en tire un profit. Donc finalement, à travers la Chambre de commerce, Marseille devient gestionnaire du port moderne à côté d'une compagnie privée. Bon, j'espère que je suis clair parce que là je vais un peu vite. Et puis, par contre, les infrastructures, les bassins, les quais, tout ça, c'est l'État qui les construit. Normal. C'est le domaine public maritime de l'État, donc c'est l'État qui construit le port. Donc quand on lit des fois dans des textes un peu rapides que Marseille a modernisé son port, non. C'est l'État qui a modernisé le port de Marseille, et c'est l'État qui arrive sur Marseille en puissance avec des financiers, avec le capitalisme entrepreneurial, avec cette grande percée de la rue de la République qui est une opération spéculative menée par des Parisiens, le grand lotissement qui est ici, qui est également mené par des Parisiens. Bon, les Marseillais leur réservent un accueil qui fera que leurs affaires vont échouer. Bon, c'est les Marseillais, c'est comme ça. Il faut pas trop croire qu'on a gagné d'avance à Marseille. C'est Marseille vous attend au tournant. Et donc voilà. Et donc cette ville du 19e, qui est un mélange entre ces énergies propres et les énergies venues de l'extérieur. Les Cassandres de l'époque disent Marseille ne s'appartient plus, mais bon, en même temps, Marseille doit quand même comprendre que le monde change, que le monde évolue. Et donc la Chambre de commerce l'aura compris, elle. La municipalité, pas du tout. La municipalité est très absente de toutes ces questions qui touchent à l'économie et à l'évolution stratégique d'une ville à l'intérieur d'un immense territoire qui est le territoire national à ce moment-là. Beaucoup continuent à penser que Marseille, c'est Marseille, c'est trop puissant, enfin, comme on dit au stade. C'est-à-dire que Marseille n'a besoin de personne. 20e siècle, bon, il faudrait 2 jours pour en parler. La ville du 20e siècle, c'est une ville qui s'étale, une ville qui va connaître les horreurs de la guerre, comme partout, puisque la guerre... personne ne la gagne, tout le monde la perd, hein, c'est connu. Et donc, bon, il y a cet épisode horrible de la destruction du Vieux-Port qui se joue entre une municipalité qui n'est plus la municipalité de Marseille, qui est le gouvernement de Vichy, qui gouverne Marseille très directement, qui a viré la municipalité pour prendre sa place, puisqu'il y a eu une mise sous tutelle de Marseille qui s'est jouée. Marseille a fait des bêtises, c'est vrai, avant la guerre, et du coup, l'État l'a privé de son autonomie municipale, et la guerre arrive là-dessus. Et donc, pendant la guerre, ce sont des préfets qui dirigent Marseille. Et donc, en accord avec les nazis qui occupent la France, eh bien, on décide de détruire le Vieux-Port, de détruire une partie du Vieux-Port, enfin des quartiers de la vieille ville, qui seront magnifiquement reconstruits, allez, on va le dire comme ça, par des architectes, pas que Fernand Pouillon, d'autres derrière, qui tentent le tissu serré, le tissu dense d'une ville moderne, et qui est quand même un des quartiers les plus intéressants, les plus réfléchis, je pense, de l'histoire de Marseille moderne. Et puis après,
réfléchit aussi, les grands ensembles qui vont se répandre. Alors à Marseille, on adore les grands ensembles, et là on va construire vraiment un grand patrimoine. Thierry pourrait en parler mieux que moi, un patrimoine qu'il faut redécouvrir aussi, qu'il faut savoir aller regarder. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup et que la ville, sur les Bastides, sur son territoire, sur ses terres fertiles, va beaucoup construire du logement. C'est vrai qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a des afflux de population, et puis c'est les 30 Glorieuses, et puis voilà. Et puis c'est vrai que l'économie marseillaise, qui est en chute libre, la ville du XXe siècle, on pourrait l'appeler par rapport à celle du XIXe, qu'on qualifie de ville moderne et industrielle. La ville du XXe siècle, moi je l'appellerais la ville contemporaine et désindustrielle, puisque l'industrie s'effondre. L'industrie marseillaise s'effondre assez vite dans son histoire, c'est-à-dire au XXe siècle, par incompétence sûrement. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on est des négociants surtout, des affairistes, des business, c'est ça notre truc. Et du coup, l'immobilier paraît, après la Deuxième Guerre mondiale, une manière beaucoup plus maligne de gagner de l'argent. Et du coup, on fait beaucoup de constructions liées à cet immobilier qui devient un peu le secteur porteur de l'économie, mais ça va durer le temps que ça dure, bien sûr. Enfin, voilà. Donc cette ville de Marseille, qui est quand même en très 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 mauvaise posture dans les années 70, donc son industrie est en train de péricliter. Le port, lui, prospère, parce que le port, il fonctionne avec des flux qui ne sont pas forcément marseillais. Donc lui, ça c'est une chose que les Marseillais n'ont pas toujours compris. Ils ont pensé qu'en s'éteignant, le port allait s'éteindre. Non, le port, il marche très bien, on sait le faire marcher, surtout à partir des années 60, où l'État prend la direction réellement du port et laisse la Chambre de commerce avec un rôle d'administrateur dans un conseil d'administration, mais c'est l'État qui prend les rênes du port, comme il le fait pour tous les grands ports français d'ailleurs, les ports autonomes, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc ça fait une coupure quand même entre le port et les Marseillais, mais une coupure culturelle culturelle et pas tellement économique. Il y a un grand creux à la fin du XXe siècle dans les relations entre le port et l'économie locale, mais par contre ça va se reconstituer, mais pas à l'échelle de Marseille, à une autre échelle, celle que l'État, qui revient avec De Gaulle cette fois, dans les années 60, il revient en force sur Marseille pour sauver Marseille, enfin pour aider Marseille à continuer à se relever de son énorme affaiblissement économique par un schéma d'aménagement, mais qui n'est plus marseillais, qui est métropolitain. Voilà. Et l'État joue une carte, qui est la carte de l'échelle métropolitaine, qu'on considérera assez vite à Marseille comme effectivement, c'est sûrement ça qu'il faut faire, d'autant plus qu'à Marseille, on rêve d'avoir un grand port nouveau du côté de l'étang de Berre et puis même du côté de Fos, et puis que c'est l'État qui va le réaliser, ce grand port de Fos. Donc on l'a vu tout à l'heure dans le paysage. Bon, là, vous voyez, dans le projet, il était très très immense, ce nouveau port, ce futur port, aussi grand que la ville de Marseille, vous imaginez. Bon, on l'a pas fait aussi grand que ça, et les crises économiques mondiales des années 70 ont freiné beaucoup de dynamique et d'optimisme, mais il n'empêche qu'il y a une carte qui est jouée, qui est celle d'une aire métropolitaine, d'une chose qu'on appelle aujourd'hui la métropole, mais à l'époque c'était l'aire métropolitaine marseillaise. On pensait que Marseille était la digne directrice de cette grande aire. Bref, en tout cas à Marseille, on le vit mal. C'est-à-dire que, alors là, la municipalité va jouer un grand rôle à Marseille. Là, c'est de Gaston Defferre dont je parle. Là, il y a quand même une offensive très forte que ce maire de Marseille va mener contre l'État, considérant qu'effectivement, il y a là une prise de possession par l'État de toute une région urbaine. C'est vu comme ça. Et puis surtout, je crois, ça reste à démontrer. Donc là-dessus, il y a des travaux d'histoire qu'il faut continuer à mener. Mais enfin, les témoignages vont dans ce sens en général, et pas toujours des témoignages malveillants. Et on se dit à Marseille que si on développe l'étang de Berre, ce sera une concurrence absolument insupportable pour Marseille. C'est-à-dire ce sera une sorte de rivalité politique, en plus, d'autant plus qu'autour de Marseille, de l'étang de Berre, ce sont des mairies communistes qui se sont créées après la Deuxième Guerre mondiale, pour une grande part. Et Gaston Defferre a très peur des communistes. Enfin, en tout cas, il les aime pas. Donc, il y a
des considérations politiques et des considérations de suprématie tout court. Marseille, trop puissant, voilà. Marseille doit être grande, Marseille doit être le patron, doit être le chef. Une manière de se faire détester par tout le territoire qui entoure Marseille et qui va continuer. Et donc, il y a un problème, c'est que du coup, ce jeu d'opposition à l'ère métropolitaine, finalement, qui, elle, va devenir extrêmement dynamique, très vite. Aix-en-Provence est une ville qui va exploser en termes de croissance économique, de croissance culturelle, on va dire, et puis le tour de l'étang de Berre, parce que l'État va quand même mettre des moyens dans l'urbanisation de ce grand territoire. Il y a des villes nouvelles qui vont se construire, pas que. Il y a des logements, il y a des crédits. Puis finalement, les gens vont migrer depuis Marseille vers l'aire métropolitaine parce que c'est moins cher d'aller vivre là-bas. Les entreprises, des nouvelles générations d'entreprises s'établissent plutôt dans la périphérie, ce qui fait que Marseille, finalement, va se trouver encore une fois coupé, ça ne va pas régler le problème de Marseille, ce changement d'échelle, ça se joue sans elle finalement, et donc il y a eu un développement, une urbanisation, voilà une carte qui montre l'urbanisation dans les années 90, on voit bien que ça se passe à la périphérie et pas tout à fait, enfin à la périphérie de Marseille, c'est pas la périphérie finalement, c'est le grand archipel métropolitain qui est l'aire métropolitaine, qui est prospère, qui est dans une dynamique, qui est plein de dysfonctionnements, on circule très mal là-dedans, il y a beaucoup de choses à faire, il y aurait beaucoup de choses à faire en créant des grandes intercommunalités, etc. Bon, les discours des années 90, oui, bien sûr, et puis l'État qui, dans les années 90, va revenir une fois de plus à la rescousse de Marseille en finançant une grande part, enfin en cofinançant, un grand projet d'aménagement qui est celui d'Euroméditerranée. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est peut-être l'ultime intervention de l'État sur ce territoire, c'est la création de la métropole forcée en 2016. En tout cas, voilà, que montrer pour parler d'aujourd'hui? Que montrer? Des chantiers, oui, ils y sont. Oui, alors ces chantiers... sont heureux parfois, enfin ils ont constitué des choses qui ont amené Marseille à une image qu'elle n'avait pas. Je pourrais d'ailleurs revenir là, mais je n'ai pas pensé, sur l'image du tout début de l'exposé, où on voit le Vieux-Port rempli de gens. C'est le soir de l'inauguration de Marseille, capitale culturelle européenne. Et là, ce soir-là, il y avait le monde entier qui était... Mais le monde entier, l'Europe entière, je sais pas, le monde entier qui était là sur le Vieux-Port. C'était très émouvant de voir comment Marseille pouvait d'un coup attirer tant de choses sur une base culturelle en plus, sur une base qui n'était pas une autre base que celle de cette ville est en train de nous épater, de nous étonner. Bon, on pourrait montrer ça, mais il y a d'autres choses à montrer. J'ai pas eu le temps de venir faire des photographies de la rue d'Aubagne. Bref, je finis avec cette petite phrase. Alors, c'est un bateau qui part. On aurait des raisons de quitter Marseille, des fois. Mais d'y revenir, bien sûr. Alors, il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Nicolas Arnoux. Nicolas Arnoux était l'intendant des galères à Marseille, celui qui a créé l'agrandissement de Marseille sous Louis XIV, sous les ordres de Colbert, et qui disait, à Colbert, il lui écrivait, il disait « Je n'ai pas sujet d'aimer trop les Marseillais, mais j'aime Marseille ». Alors, qui étaient les Marseillais dont il parlait? Je ne sais pas exactement, mais je ne pense pas que c'était le peuple. Je pense que c'était les gouvernants de Marseille dont il parlait. Voilà, je vous remercie.